Aujourd'hui, nous recevons Franck Bousquet. Soyez le bienvenu. Merci. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens de la Glorieuse que nous publions toutes les semaines le mardi depuis 7 ans. Donc, vous avez 52 ans, vous êtes prof d'université sciences, formation de la communication. De l'information et de la communication. De l'information et de la communication média. Ouais. Voilà. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres, dont un livre sur la PQR, la presse quotidienne régionale. Oui, la presse quotidienne régionale, avec Pauline Amiel, ma collègue qui est directrice de l'école de journalisme de Marseille et maître de conférence en information et communication également. Donc voilà, on va parler médias et presse quotidienne régionale. Et puis donc, vous m'avez dit aussi que vous êtes conseiller municipal de Moissac, donc c'est à 80 km de Toulouse, ville détenue par le RN. Donc vous étiez deuxième sur la liste. Oui, sur mon temps libre. Et voilà. Et c'est et ça se passe comment en fait d'être dans l'opposition dans une ville Front National? Ça se passe, on regarde passer les plats. Après, la place faite à l'opposition institutionnellement est très faible dans tous les exécutifs des collectivités territoriales. Les structures sont faites pour que l'opposition ait un rôle à minima de contrôle et d'expression un petit peu. Donc après, un rôle plus important, c'est à la volonté de l'exécutif, et la volonté d'un exécutif, en l'occurrence RN, c'est de laisser la place minimale à l'opposition. C'est-à-dire il y a très très peu de commissions, il y a très très peu de lieux sur lesquels il y a des discussions possibles. Tout se passe effectivement dans des conseils municipaux qui sont réunis le moins souvent possible. C'est-à-dire je pense qu'on est au minimum légal, 4 par an. Ah oui. Vous m'avez dit qu'il y avait beaucoup de maires qui se rangeaient derrière lui. Non, je vous ai dit qu'effectivement, on est dans des situations politiques un peu compliquées dans les secteurs ruraux, où effectivement, quand les communautés de communes se composent après l'élection, finalement, le RN a désormais pignon sur rue et arrive à convaincre d'autres élus qui ne sont pas forcément étiquetés sur des sujets, sur des points. Et donc voilà, on a l'impression d'une toile qui se tisse en milieu rural sans forcément que ça soit apparent en ce qui concerne effectivement les étiquettes politiques. Bon, on va passer à la PQR, parce que l'objet de l'entretien n'est pas la politique à Moissac. Alors, pourquoi la PQR est en situation de monopole dans tous ces territoires français? Il y a combien de régions en France? Enfin, il y a 12 quotidiens régionaux. Alors, il y a 11 groupes en France. Le 12e, en fait, c'est Outre-mer. Donc, il y a 11 groupes sur le territoire qui se partagent à peu près l'intégralité du territoire. Alors, il y a des zones de friction. Il y a des zones de friction. La plus grosse étant la Bretagne. La pointe de la Bretagne, vous avez le Télégramme et Ouest France qui se disputent les départements de la pointe bretonne. Sinon, sur à peu près tout le reste du pays, on est sur des groupes qui se font concurrence nulle part et des territoires qui ont tendance à grandir en fait pour ces différents groupes. L'exemple type, c'est le groupe EBRA, en fait, sur l'est de la France, donc qui appartient au Crédit Mutuel. Et là, que vous allez de Nancy à Avignon, tous les titres qui sont des titres différents, c'est-à-dire vous avez l'Alsace, le Progrès de Lyon, le Dauphiné libéré, il y a plein de titres différents. Et en fait, il n'y a qu'un seul propriétaire qui, en plus, sur un certain nombre de sujets, en particulier sujets nationaux et internationaux, met en place des rédactions communes pour traiter ces sujets. Donc on est vraiment sur un processus assez... Vous voyez un avenir à cette situation quasiment monopolistique? Je fais assez peu de prospective, je dirais, mais un avenir... d'un côté, vous avez le nombre de lecteurs qui baisse. Ça, c'est une certitude, et je pense que le fait qu'ils soient monopolistiques ne les entraîne pas à être particulièrement innovants ou à être particulièrement incisifs sur le traitement de l'actualité. Et de notre côté, les recettes publicitaires baissent. Donc l'un plus l'autre, l'avenir de la PQR, il pose question
Alors effectivement, aujourd'hui, ils essayent, en particulier la diversification, le partenariat, l'événementiel, la communication. Donc ils sont en train, pour certains d'entre eux, alors ils ne sont pas tous au même point, parce que là on fait une généralisation sur les 11 groupes, mais ils sont pas tous au même stade, mais ils sont en train d'essayer effectivement de faire autre chose que de la presse pour maintenir leurs revenus, quoi, très clairement. Est-ce que l'information dans la presse quotidienne régionale manque de pluralisme? Oui, forcément. Elle manque de pluralisme parce que du fait de leur monopole et du fait d'une tendance qui est de plus en plus forte à être dépendant des principaux acteurs locaux, et quand je dis les principaux acteurs locaux, c'est aussi bien les acteurs économiques comme la grande distribution, les grandes associations, que les collectivités territoriales. Ils en sont dépendants financièrement parce que ce sont devenus des annonceurs principaux, ce sont devenus leurs principaux partenaires pour l'organisation d'événements, et ce sont en plus leurs principaux pourvoyeurs d'informations. Donc ils sont vraiment dépendants de ce tissu local, et du tissu local, bien sûr, de ceux qui ont le pouvoir. Donc évidemment, les voix qu'on entend le plus dans la PQR, c'est la voix de ceux qui tiennent les manettes économiques, politiques, sociales, culturelles. Pour nos auditeurs, là, on enregistre cet entretien à Rodez, mais pour la question, donc souvent dans le Midi, l'édition locale du grand quotidien régional est surnommée le journal du maire. Est-ce que c'est seulement un tropisme méridional? Non, c'est pas un tropisme méridional. C'est quelque chose qui est tendanciellement visible sur l'ensemble du territoire, avec des degrés différents en fonction des situations locales. Parce qu'effectivement, on peut faire une généralisation en disant que structurellement, il y a une forte dépendance vis-à-vis des collectivités, donc qu'on a plutôt tendance, on va dire, entre guillemets, à servir la soupe au pouvoir et en particulier aux exécutifs locaux. Après, il y a des cas où il y a des tensions fortes avec les rédactions locales et où les rédactions locales font un autre travail et font un travail qui est plus incisif, on va dire, avec l'exécutif local. Donc il faut regarder les choses avec précision, mais sur l'ensemble, c'est vrai qu'on retrouve sur presque tout le territoire national des situations telles qu'on les décrit là. Pourquoi les correspondants locaux ne s'occupent pas de l'actualité politique de leur commune? Alors ça, c'est pas partout le cas. Vous avez des correspondants locaux qui s'occupent de l'actualité politique de leur commune parce que il n'y a plus de journalistes. Et ça, vous avez de plus en plus. C'est nouveau ça alors. Il y a de plus en plus de territoires où finalement les agences ont fermé. Les agences locales qui étaient présentes depuis des décennies ont fermé. Les journalistes ne sont plus que dans la ville-préfecture ou au mieux dans la sous-préfecture, mais c'est souvent plus que la préfecture dans chaque département. Et finalement, beaucoup d'exécutifs locaux, les conseils municipaux sont traités par des correspondants. C'est-à-dire c'est pas forcément des journalistes qui s'en occupent. Et alors, pour le coup, quand c'est des correspondants qui s'en chargent, on est encore plus dans une situation de dépendance parce que le statut du correspondant, c'est pas le statut du journaliste. Et il est souvent, j'ai un collègue qui dit ça, qui s'appelle Christophe Gambert à Rennes, qui dit que le correspondant, c'est souvent plus le représentant du local que le représentant du journal. Donc voilà, il n'est pas journaliste, il va essayer d'être le plus rond possible dans sa présentation des choses. Est-ce que le passage au numérique dans la PQR l'éloigne de son lectorat traditionnel? Alors son lectorat traditionnel, c'est effectivement un électorat qui a tendance à vieillir. Et aujourd'hui, si vous regardez le chiffre d'affaires des titres de la PQR, on voit qu'ils n'ont pas vraiment pris le virage numérique. C'est-à-dire que globalement, ils dépendent encore des exemplaires papier. La majorité de leur lectorat, ce sont des lecteurs papier. Et ces lecteurs papier, ils sont effectivement très vieillissants. Donc globalement, on se retrouve dans une situation où d'ici 20, 30, 40 ans, il ne va plus leur rester beaucoup de lecteurs, parce que en tout cas de lecteurs payants, parce que leur fonds de commerce est effectivement, ce sont les abonnés papier. Alors après, ils ont un lectorat numérique, mais ce lectorat numérique, c'est un lectorat qui ne paie pas. C'est-à-dire c'est un lectorat qui va sur leur site pour consulter gratuitement beaucoup des faits divers,
beaucoup d'informations loisirs, des informations nationales, parce qu'en fait finalement les sites de PQR se sont mis à traiter beaucoup d'informations nationales pour faire du clic et donc pour attirer du trafic. Et là, ils sont dépendants, ils pensent que ça va leur rapporter suffisamment en ressources publicitaires, sauf que les ressources publicitaires sur le web, en site gratuit, ça rapporte beaucoup moins que des abonnés payants ou que des ressources publicitaires sur des supports papier. La plupart des quotidiens régionaux là, ont abandonné un petit peu la politique locale. Quel type de support, à votre avis, peut traiter l'actualité politique locale, à part nous, par exemple, où c'est notre fonds de commerce, quoi. Voilà, mais je pense que en fait c'est un constat qui est fait un peu partout en France par des journalistes, des anciens journalistes, parfois des entrepreneurs, que effectivement il y a probablement un créneau à prendre. Et parce que finalement l'investigation, l'espace public local politique, ces questions-là sont un peu laissées en friche par les titres de la PQR, et donc on voit naître beaucoup de journaux, vous pouvez voir Mars Actu sur l'agglomération Marseille, Médiacité qu'on retrouve sur plusieurs villes françaises, des journaux plus petits comme Le Poulpe, je crois que c'est, voilà, et ces titres-là non seulement font œuvre de salubrité publique parce que effectivement ils font le boulot d'enquête, d'investigation que font pas les autres, et en plus ils occupent un créneau qui est un créneau dont on se dit qu'il pourrait fonctionner. Alors après, économiquement, c'est toujours très compliqué pour ces sites. Je crois qu'aujourd'hui, Mars Actu est le seul à être à l'équilibre. En tout cas, il l'était l'année dernière. Je ne sais pas s'ils le sont encore sur les chiffres de cette année. Mais voilà, c'est financièrement très compliqué pour eux. Le modèle économique n'est pas stabilisé. Mais en tout cas, on espère que ce créneau-là se multiplie, enfin, que ce type de titre se multiplie, parce qu'il joue un rôle aujourd'hui fondamental. C'est votre souhait ? Personnellement, c'est mon souhait, oui. De toute façon, si on est dans un pays où, malgré la centralisation, on a quand même des mouvements depuis maintenant plusieurs décennies qui font que les pouvoirs des exécutifs locaux augmentent. Et si on n'a pas un travail qui est un travail vraiment d'investigation démocratique fait par la presse, ça pose un sérieux problème démocratique. Voilà. Si on n'a pas de ces titres-là, on ne peut plus compter dans l'ensemble sur la PQR pour faire ce boulot. Donc, Parce que dans votre bouquin, là, vous parlez là, du rapport de force comme institutionnel, presse, au détriment de cette dernière. Donc dépendance économique, force de frappe croissante des services est-ce que cela va se renforcer ou... Je pense que c'est déjà très puissant. C'est-à-dire qu'il y a eu Rassurez-nous. Il y a eu deux mouvements qui ont été deux mouvements parallèles en fait. Le premier, ça a été l'affaiblissement de la presse. L'affaiblissement de la presse, il se traduit de manière très concrète par un nombre de journalistes dans les rédactions qui a baissé. Et donc, les journalistes ont beaucoup moins de temps pour traiter l'information que ce qu'ils avaient il y a ne serait-ce que 20 ans, 30 ans. Et en même temps, ils sont obligés d'en traiter davantage parce que l'obligation qu'ils ont de publier sur le web est une obligation quasiment d'immédiateté. Donc, ils publient toute la journée. Quand à un moment, pour certains, ils pouvaient faire un papier ou deux par semaine. Donc ça, leurs conditions de travail ont changé, le nombre de journalistes a baissé, et en parallèle, vous avez des services com dans les collectivités territoriales en particulier, qui ont grossi de façon, là, en 30 ans, je pense qu'aujourd'hui, vous n'avez plus une mairie, même de 3000 habitants, qui n'a pas un service com. Donc, ils ont, voilà. Et alors que les agences ont fermé, les agences des titres ont fermé partout. Et donc, effectivement, ils sont beaucoup plus nombreux et plutôt bien formés. On le sait, on les forme nous-mêmes. C'est la com qui a gagné sur l'information, alors? Je pense que la com est devenue bien plus puissante que l'information, en tout cas dans tout ce qui concerne le tissu local. De manière très claire, ils sont plus nombreux, plus organisés, ils sont très bien formés, ils font des communiqués, on leur apprend, et on est nous aussi, en tant qu'enseignants, d'une certaine façon responsables de ça. On leur dit ce qu'il faut faire pour faire des communiqués de presse qui ressemblent à des articles, qui soient le mieux, qui puissent être publiés tels quels, des dossiers de presse parfaits, etc. Alors, vous parlez dans votre bouquin là, des 12 groupes là, qui partagent en gros 24 millions d'aides
de l'État. Donc là, c'est transparent. Oui. Pourquoi au niveau des villes, il n'y a pas de transparence? Ça a été demandé par Mars Actu, c'est demandé par plusieurs médias français, cette transparence démocratique. Pourquoi à Montpellier, par exemple, on ouvre les vannes sur un journal qui s'appelle Métropolitain en matière de communication, toutes les semaines il y a des pages de pub. Pourquoi on ouvre les vannes sur certains médias, pas d'autres? Et les médias indépendants, alors, sont bannis des conférences de presse et sont bannis de tout. Sont les vilains petits canards des médias locaux. Alors, pourquoi c'est difficile à dire. On peut déjà faire... Pourquoi il n'y a pas cette transparence qui est au niveau de l'État et qui n'est pas au niveau des villes? Parce qu'elle n'est pas obligatoire légalement. Et parce que les villes ne sont pas obligées de donner tous les ans. Elles sont obligées de publier leurs comptes, donc il faut éplucher les comptes de chaque commune, de chaque département, de chaque région, pour savoir effectivement qui bénéficie de quoi en termes de contrats de partenariat. Donc il faut regarder les contrats de partenariat, parfois c'est dans les décisions, c'est souvent pas dans les délibérations, donc il faut regarder les décisions. Contrat publicitaire, c'est pareil, il suffit de le fractionner en plusieurs, à un montant inférieur. Suivant les collectivités, c'est 20 000, 30 000 et ça passe en euros et ça passe en décision. Donc, en fonction de ça, vous avez effectivement des montants qui peuvent s'accumuler sur des petits contrats publicitaires de quelques dizaines de millions d'euros. Et au final, on n'a pas de visibilité globale de combien touche tel média, combien touche tel autre média, alors que effectivement, et ça c'est quand même quelque chose qui est extrêmement positif du point de vue de l'État, les aides elles sont compliquées à obtenir, donc il faut faire les dossiers qui sont compliqués, donc c'est plus facile, et c'est d'ailleurs beaucoup les gros qui en profitent parce qu'ils ont les moyens de mettre des gens spécifiquement pour faire des dossiers de subvention, alors que les petits, c'est beaucoup plus compliqué pour eux. Mais au moins, on a la transparence sur qui touche quoi et quels sont les critères. Pour les collectivités territoriales, on n'a pas cette transparence et ça, c'est effectivement un vrai problème. Alors, vous parlez aussi de désert informationnel. Vous dites qu'il n'y a pas d'acteurs informationnels démocratiques dans certains endroits de la région, par exemple. Par exemple, nous, notre expérience, on a créé la Glorieuse dans l'Aude et dans les PO. Eh bien, là-bas, il n'y avait pas de journaux qui amenaient la contradiction, quoi. Ouais. Vous voyez, donc on a eu un succès d'estime très important. On a eu un retour très important, et on peut dire que ça marche très fort dans ces endroits-là. Alors dans des villes comme Toulouse, ça se bagarre. Donc, le match est compliqué, quoi. Oui, non, mais tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de parler de désert informationnel en France. C'est plutôt une expression qu'on emploie dans le monde anglo-saxon et en particulier aux États-Unis où il y a des zones où il n'y a vraiment plus rien. Donc, en France, il n'y a pas de zone où il y a vraiment plus rien en termes d'information parce qu'il y a toujours la PQR qui traite les cantons, même si c'est parfois pas tous les jours, mais il y a très peu de cantons qui ne sont pas traités. En revanche, quand je parle de désert informationnel, c'est sur le type d'information qui est donnée. C'est-à-dire, il y a des aires de désert informationnel démocratique où vous avez, et c'est donc plutôt les zones rurales, le périurbain, dans lequel vous n'avez plus d'informations d'espace public données par des journalistes. C'est des endroits qui sont complètement délaissés par les journalistes, où il n'y a plus que des correspondants, en fait, qui ne peuvent pas tenir le rôle que tiennent un journaliste. Vous avez même des correspondants qui traitent les conseils municipaux aujourd'hui et qui font des comptes rendus de conseils municipaux, donc qui sont soumis à des pressions encore pires que ce que peuvent être les pressions subies par les journalistes. Et donc il n'y a aucune couverture qui soit une couverture qui permette réellement le débat d'espace public dans ces zones-là. Donc effectivement, de ce point de vue-là, on peut parler de désert informationnel parce que il n'y a pas d'information, on ne peut pas trouver d'informations sur ce qu'on va appeler les problèmes publics locaux traités par les médias. Alors vous dites aussi que la presse est tombée dans une situation de cogestion du territoire. C'est sévère, ça. Alors, la presse est effectivement aujourd'hui un acteur qui... Alors, c'est même pas moi qui le dis en fait. C'est souvent les cadres dirigeants des groupes de presse qui eux-mêmes le disent. Alors, pas tous, mais pour un certain nombre d'entre eux, ils revendiquent de moins en moins le fait d'être
ce qu'on a appelé des acteurs démocratiques, des acteurs du débat, mais davantage des acteurs qui sont là pour co-gérer la presse le de solution, territoire. quoi. La presse de solution. La presse de solution, mais aussi la presse de valorisation du territoire. Il faut valoriser le territoire. On est des acteurs du territoire. Il faut donc on a et voilà et ce rôle-là, il va effectivement. C'est pour ça qu'on parle de co-gestion parce que ils sont organisateurs d'événements avec les collectivités. Ils sont partenaires en fait. Donc ils sont partenaires dans la gestion de la vie du territoire. Et c'est un rôle qui est somme toute pas négatif. Hein. Je pense que c'est pas, il faut pas entendre ça d'un point de vue négatif en général. En revanche, d'un point de vue démocratique, c'est pas le rôle qu'on attend de la presse. Donc il faut qu'il y ait ce rôle-là, mais il faut une autre presse du coup qui fasse autre chose et qui fasse vivre la vie démocratique. Donc il faut des petits médias. Ah, il faut absolument des petits médias dans le paysage, c'est indispensable aujourd'hui. Médias sociaux ou médias papier? Ouais, je crois que on sort d'une conférence donnée et animée par des étudiants. On a bien compris que le média papier avait assez peu d'avenir du point de vue des moins de, même dire des moins de 40 ans. Donc il faut du papier pour ceux qui continuent à en lire. Je pense qu'il est évident qu'il faut qu'il y ait d'autres formes numériques. Après, c'est très compliqué. Et ça, je pense qu'on l'a peut-être pas assez dit. C'est très compliqué pour les petits de faire du média social parce que finalement, il faut avoir un compte Instagram pour les 20-25 ans, un compte TikTok pour les 15-18 ans, un compte Facebook pour les 40-60 ans. Et donc, en force, on s'épuise effectivement quand on n'a pas les moyens à faire, à avoir à être sur tous les supports, quoi. Quel est votre regard là sur le modèle Bailey qui fait de la politique et de la presse? C'est unique en France. Ben, c'est une résurgence de la fin du 19e siècle, c'est-à-dire que tout le monde faisait ça au début de la presse régionale, tout le monde faisait ça parce qu'il y avait pluralisme et donc il y avait effectivement une opposition entre titres de presse qui représentaient les principaux courants politiques qu'on retrouvait sur le territoire. Dans le monde du monopole tel qu'on le vit aujourd'hui pour la PQR, il n'y a plus que le système Bailey. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ça nulle part ailleurs en France où vous avez un groupe de presse qui fait l'ensemble de l'Occitanie, c'est-à-dire ancienne région Midi-Pyrénées, ancienne région Languedoc-Roussillon, qui détient tous les quotidiens régionaux, la télévision régionale qui s'appelle Via Occitanie, donc la télévision privée, et qui est en même temps un homme politique, alors de moins en moins de premier plan, hein, il est plus ministre, il est même plus président du conseil départemental du Tarn-et-Garonne, il est conseiller général et maire de Valence-d'Agen, mais il a quand même un rôle politique important. Le parti radical de gauche, je crois que c'est encore leur nom, est représenté par des vice-présidents à la région Occitanie. Ils sont présents dans plusieurs exécutifs et en même temps, effectivement, ce que j'appelle une PME politique est le principal acteur médiatique du territoire. Et ça, on n'a pas d'autres exemples aujourd'hui en France. Après, il y a des acteurs économiques qui ont des intérêts politiques. Quand vous regardez Rodolphe Saadé à Marseille, voilà, il y a aussi ce type de culture, mais ça n'a rien à voir avec une implication politique de ce niveau-là. Est-ce que pour terminer, est-ce que vous avez une recommandation là pour une presse locale qui serait pointue là sur les conditions concrètes de liberté, de démocratie, de citoyenneté? Une recommandation, si j'avais la solution. Non, mais vous êtes chercheur, vous avez étudié là, vous avez réfléchi. Oui. Non, mais je pense qu'effectivement, il y a probablement quelque chose à regarder du côté de la répartition des aides au pluralisme, parce qu'il y a quand même des aides au pluralisme qui sont données par l'État, et faire en sorte que les dossiers soient plus simples pour les plus petits, et permettre de réattribuer un certain nombre d'aides pour qu'on ait un vrai tissu démocratique qui fasse que vous ayez du pluralisme dans l'information un peu partout, c'est-à-dire, ça paraît tomber sous le sens. Après, on pourrait me rétorquer que, par exemple, il y a des aides pour les radios associatives. Les radios associatives, il y a un fonds qui est un fonds de péréquation qui leur permet d'exister. Mais les radios associatives font pas non plus
un vrai travail d'investigation. Il y a très très peu de journalistes quand il y en a, parce que souvent il n'y en a pas. On est plutôt dans des radios d'expression, c'est-à-dire des personnes qui viennent s'exprimer, que dans un travail d'enquête. Donc je pense que de ce point de vue-là, il faudrait songer à répartir un peu mieux les aides de l'État, de façon à ce que ça ne soit pas toujours les plus gros qui prennent le plus, quoi. Parce qu'effectivement, on essaie de maintenir le système. Je comprends l'idée. L'idée, c'est que les titres de PQR, ce sont des paquebots, des énormes groupes avec beaucoup de salariés, avec des imprimeries, et donc ils prennent énormément d'aides pour, je crois qu'on est autour de 20% du chiffre d'affaires en termes d'aide. Donc ils prennent énormément d'aides pour survivre. Et je pense qu'il est important qu'ils survivent, comme on l'a dit, il n'y a plus que dans beaucoup d'endroits. Mais je crois qu'il faudrait quand même qu'on ait un autre tissu à côté, avec des plus petits médias, avec des journalistes qui font un autre travail, parce qu'il y a le créneau social, il y a le créneau politique, et aujourd'hui ce qui leur manque en fait, c'est le modèle économique, quoi. Et on ne peut pas compter en France sur le modèle des fondations comme il existe aux États-Unis. On a fait le test, ça marche pas vraiment. On passe plutôt par un système redistributif en France qui passe par la redistribution de l'État. Donc il faut passer par ce système redistributif, quitte à prendre, pourquoi pas, des ressources sur les grands médias audiovisuels, mais redistribuer comme ça se fait pour la radio. Sur les GAFA, par exemple. Par exemple, tout à fait. Comme ça se fait pour la radio, où on a un système de péréquation qui fait qu'on va aider les petits. Ben, il faudrait trouver ça pour les pure players qui sont aujourd'hui sur le tissu local, quoi. Très bien, je vous remercie. Ben, merci à vous. Merci.